Il était 3 heures du matin quand Victoria Beaumont entra dans ce garage de banlieue. Sa Porsche avait un problème de moteur et personne ne répondait au téléphone. Elle vit un homme en bleu de travail, penché seul sur le capot d'une autre voiture dans la pénombre. Quand il leva les yeux, Victoria remarqua quelque chose sur l'établi. Des médicaments, un ourson en peluche rose et une photo d'une petite fille reliée à des tubes dans un lit d'hôpital. L'homme s'excusa pour le désordre et dit qu'il allait regarder sa voiture tout de suite. Mais Victoria ne pouvait pas détacher son regard de cette photo. Elle demanda qui était cette petite fille. L'homme hésita, puis d'une voix brisée dit que c'était sa fille, et qu'il travaillait chaque nuit pour payer une opération qui lui sauverait la vie. Victoria sentit son cœur s'arrêter. Elle ne se doutait pas que cette rencontre à 3 heures du matin allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Si tu es prêt pour cette histoire, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Paris la nuit a un autre visage. Les lumières de la Tour Eiffel se reflètent sur la Seine, les rues du Marais se vident peu à peu, et dans les banlieues, la vie ralentit presque jusqu'à s'arrêter. Mais dans un garage d'Aubervilliers, en périphérie nord de la capitale, une lumière restait toujours allumée. Marc Dubois avait 38 ans et travaillait comme mécanicien depuis l'âge de 16 ans. Il avait hérité du garage de son père, un homme qui lui avait tout appris sur les moteurs et sur la vie. Le garage n'était pas grand, pas moderne, mais honnête. Marc réparait les voitures des gens du quartier, les vieilles Renault et Peugeot, que plus aucun concessionnaire ne voulait voir. Mais depuis 6 mois, Marc travaillait aussi la nuit. Pas par avidité, pas par ambition. Pour Léa. Léa avait 7 ans et était la lumière de sa vie. Elle avait les cheveux châtains comme lui, les yeux verts comme sa mère, et un sourire qui pouvait illuminer même la journée la plus sombre. Elle était née prématurée, trop petite, trop fragile, et les médecins avaient dit qu'elle ne survivrait pas. Mais Léa était une battante, jusqu'à il y a 6 mois, et quand les médecins avaient découvert que quelque chose n'allait pas avec son cœur. Une malformation congénitale qui s'était aggravée avec le temps, quelque chose qui nécessitait une opération extrêmement délicate. Une opération que peu de chirurgiens en France savaient faire et qui coûtait plus que ce que Marc pourrait gagner en 10 ans de travail. 180 000 €. C'était le montant nécessaire pour l'intervention, l'hospitalisation et les soins post-opératoires. 180 000 € que Marc n'avait pas et qu'aucune banque ne lui prêterait jamais. Alors Marc avait commencé à travailler la nuit. Il travaillait jusqu'à 5 heures du matin, dormait 2 heures, puis recommençait. Chaque euro gagné finissait dans le bocal qu'il gardait caché derrière l'établi, le bocal pour Léa. Cette nuit de novembre, Marc travaillait sur une vieille Citroën qui perdait de l'huile. Il était plus de 3 heures quand il entendit le bruit d'un moteur puissant s'arrêter devant le garage. La femme qui descendit de la Porsche rouge semblait venir d'un autre monde. Elle portait un manteau camel qui coûtait probablement plus que ce que Marc gagnait en 1 mois, et ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré l'heure. Elle expliqua que la voiture avait commencé à faire un bruit étrange et que le tableau de bord indiquait un problème moteur. Elle avait essayé d'appeler son mécanicien habituel, celui du centre Porsche des Champs-Élysées, mais personne ne répondait à cette heure. Marc lui dit de rentrer la voiture. Pendant qu'elle se garait, il retourna à l'établi. C'est alors qu'il remarqua qu'il avait tout laissé en vue. Les médicaments de Léa, l'ourson qu'il lui avait acheté pour son dernier anniversaire, et la photo prise le jour où Léa avait été hospitalisée. Victoria Beaumont avait 35 ans et menait une vie que beaucoup auraient enviée. Elle était l'héritière de Beaumont Pharmaceutique, une entreprise pharmaceutique que son grand-père avait fondée il y a 70 ans et que son père avait transformée en un colosse de 2 milliards d'euros. Après la mort de son père, 3 ans plus tôt, Victoria avait pris les rênes de l'entreprise, prouvant à tous ceux qui doutaient d'elle qu'une femme pouvait diriger un empire. Mais cette nuit-là, Victoria ne pensait pas à l'entreprise. Elle revenait d'un dîner avec des investisseurs étrangers, un de ces dîners interminables où l'on parle de chiffres et de stratégie jusqu'à oublier qu'il existe un monde réel dehors. Elle avait pris la Porsche parce qu'elle aimait conduire la nuit, quand les rues étaient vides
et qu'elle pouvait entendre le ronronnement du moteur sans le chaos de la circulation. Le problème avait commencé sur le périphérique. Un voyant s'était allumé sur le tableau de bord, accompagné d'un bruit sourd venant du moteur. Victoria avait essayé de l'ignorer, mais le bruit avait empiré. Elle avait appelé son mécanicien, celui du concessionnaire où elle dépensait des milliers d'euros chaque année, mais personne n'avait répondu. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée à errer dans les rues de banlieue, cherchant un garage ouvert. Quand elle avait vu cette lumière allumée dans l'obscurité, elle avait pensé que c'était un miracle. Le mécanicien ne ressemblait pas à quelqu'un qui réparait des Porsche. C'était un homme robuste, les mains couvertes de graisse, et une barbe de quelques jours. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une fatigue profonde mêlée à une détermination que Victoria ne voyait pas souvent. Pendant qu'il examinait le moteur de la Porsche, Victoria regarda autour d'elle dans le garage. Il était petit, mais rangé, avec des outils accrochés au mur et un sol propre malgré l'heure. Sur l'établi, elle vit des choses qui semblaient déplacées. Une boîte de médicaments, un ourson en peluche rose et une photo. La photo montrait une petite fille dans un lit d'hôpital avec des tubes reliés au bras et un sourire courageux sur le visage. Victoria sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle demanda au mécanicien qui était cette petite fille. Il leva les yeux du moteur et pendant un moment sembla hésiter à répondre. Puis il dit que c'était sa fille, Léa, et qu'elle avait 7 ans. Victoria demanda ce qu'elle avait. Le mécanicien soupira, passa une main sur son visage fatigué et expliqua qu'elle avait un problème au cœur. Il dit qu'il fallait une opération, une intervention spécialisée que peu d'hôpitaux pratiquaient. Il dit que ça coûtait plus qu'il ne pouvait se permettre, et que c'était pour ça qu'il travaillait chaque nuit, espérant mettre assez d'argent de côté avant qu'il ne soit trop tard. Victoria resta silencieuse. Elle connaissait ce monde, le monde de la santé et des traitements coûteux. Son entreprise produisait des médicaments qui sauvaient des vies. Mais elle savait aussi à quel point il était difficile pour les gens ordinaires d'accéder à certains soins. Elle demanda combien il manquait encore. Le mécanicien hésita, puis dit qu'il avait besoin de 180 000 euros, et que jusqu'à présent il en avait mis de côté un peu plus de 30 000. Victoria fit un rapide calcul. À ce rythme, il faudrait des années, et d'après la photo, Léa n'avait pas des années. Le mécanicien retourna travailler sur la Porsche, s'excusant de lui avoir raconté ses problèmes. Il dit que ça ne la regardait pas, qu'il devait juste réparer la voiture, mais ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il serrait un boulon. Victoria l'observa en silence, réfléchissant. Elle avait dépensé plus de 180 000 euros pour cette Porsche, sans sourciller. Elle en dépensait autant chaque année en vêtements, bijoux, dîners dans des restaurants étoilés. Pourtant, cet homme travaillait chaque nuit, sacrifiant son sommeil et sa santé, pour une somme qui pour elle était insignifiante. Marc mit environ 1 heure pour diagnostiquer le problème de la Porsche. C'était un capteur de pression d'huile défaillant. Rien de grave, mais assez pour allumer le voyant et causer ce bruit inquiétant. Il aurait pu le réparer cette nuit même, mais il n'avait pas la pièce de rechange. Il expliqua à la femme qu'il devrait la commander et que ça prendrait quelques jours. La femme hocha la tête, semblant étrangement distraite. Elle demanda combien coûterait la réparation. Marc fit un calcul mental et dit 400 euros, pièces comprises. La femme le regarda avec une expression qu'il ne put déchiffrer. Puis elle ouvrit son sac, sortit son portefeuille et posa 5 billets de 100 euros sur l'établi. Marc dit que c'était trop, que la réparation coûtait 400. Mais la femme secoua la tête et dit que les 100 euros supplémentaires étaient pour le dérangement, pour l'avoir aidé au milieu de la nuit. Marc hésita, puis accepta. Il avait appris que parfois, il valait mieux ne pas refuser la générosité des autres, surtout quand on avait une fille à soigner. La femme demanda si elle pouvait laisser la voiture là et appeler un taxi. Marc dit qu'il pouvait en appeler un pour elle, qu'il connaissait un chauffeur du quartier qui travaillait la nuit. Mais la femme dit qu'il n'y avait pas d'urgence, qu'elle pouvait attendre. Elle s'assit sur une vieille chaise dans un coin du garage et sortit son téléphone. Marc retourna travailler sur la Citroën, essayant d'ignorer la présence de cette femme élégante dans son monde de graisse et d'huile. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qu'il lui avait dit.
Il avait honte de s'être ainsi ouvert à une inconnue. Ce n'était pas son genre de parler de ses problèmes. Après environ une demi-heure, la femme se leva et dit que le taxi arrivait. Elle remercia Marc pour son aide et dit qu'elle reviendrait dans 2 jours pour récupérer la voiture. Marc l'accompagna jusqu'à la porte. Avant de sortir, la femme s'arrêta et se tourna vers lui. D'une voix sérieuse, elle demanda le nom de la petite fille et de l'hôpital où elle était soignée. Marc hésita, se demandant pourquoi elle voulait le savoir. Mais quelque chose dans ses yeux semblait sincère, et il le lui dit. Léa Dubois, hôpital Necker enfant malade, service de cardiologie pédiatrique. La femme hocha la tête, remercia encore, et disparut dans la nuit. Marc la regarda monter dans le taxi et s'évanouir dans l'obscurité. Puis il rentra, secoua la tête et reprit son travail. Il lui restait encore 2 heures avant l'aube, et une Citroën à finir. Il ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer dans les jours suivants. 2 jours plus tard, Marc reçut un appel de l'hôpital. La voix à l'autre bout du fil était celle du professeur Martin, le cardiologue qui suivait Léa depuis des mois. Le médecin semblait agité, presque incrédule. Il demanda à Marc s'il pouvait venir à l'hôpital le plus vite possible. Il y avait quelque chose dont il devait parler, quelque chose d'important concernant l'opération de Léa. Marc sentit son cœur s'arrêter. Pendant un terrible moment, il pensa que c'était de mauvaises nouvelles, que l'état de Léa s'était aggravé, qu'il n'y avait plus de temps. Il ferma le garage et fonça à l'hôpital, conduisant sa vieille Renault Clio comme s'il était en course. Quand il arriva au service de cardiologie, le professeur Martin l'attendait avec une expression que Marc ne put déchiffrer. Il le fit entrer dans son bureau et ferma la porte. Le médecin dit que ce matin-là, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Quelqu'un avait contacté la direction de l'hôpital et avait payé l'intégralité des frais de l'opération de Léa. Pas seulement l'intervention chirurgicale, mais aussi l'hospitalisation, les soins post-opératoires, la rééducation, tout. Marc le regarda sans comprendre. Il demanda qui avait fait ça, qui avait fait une telle chose. Le médecin dit que le donateur avait demandé à rester anonyme. La seule chose qu'il savait, c'était que le paiement provenait d'un compte au nom d'une fondation appelée Fondation Aurore. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Marc resta silencieux, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Quelqu'un avait payé 180 000 € pour sa fille. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais rencontré, puis le souvenir le frappa comme un éclair. La femme à la Porsche, les questions qu'elle avait posées, la façon dont elle l'avait regardé quand il avait parlé de Léa. Il se leva d'un bond, demandant au médecin s'il savait quelque chose de plus sur la fondation, qui la dirigeait, comment il pouvait les contacter. Mais le médecin secoua la tête. Il dit qu'ils avaient cherché des informations, mais que la fondation était très discrète. La seule chose publique était qu'elle s'occupait d'aider des enfants malades. Marc sortit de l'hôpital en état de choc. Il n'arrivait pas à y croire. Après des mois de nuits blanches, de travail épuisant, d'inquiétudes qui le rongeaient, soudain, tout était résolu. Léa allait avoir son opération. Léa allait guérir. Il courut dans la chambre de Léa et la serra si fort dans ses bras qu'elle rit et dit qu'il lui faisait des chatouilles. Marc sentit les larmes couler sur ses joues, mais il s'en fichait. Pour la première fois depuis des mois, il pleurait de joie. L'opération de Léa fut programmée pour 2 semaines plus tard. Le professeur Martin avait appelé l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques pédiatriques d'Europe, un professeur de Genève qui avait accepté de venir à Paris pour l'intervention. Tout avait été organisé avec une précision que Marc n'avait jamais vue, comme si une main invisible orchestrait chaque détail. Entre-temps, Marc avait cherché par tous les moyens à découvrir qui était le mystérieux bienfaiteur. Il avait fait des recherches sur la Fondation Aurore, mais les informations disponibles étaient très rares. Il savait seulement qu'elle avait été créée 5 ans plus tôt et qu'elle avait son siège à Paris. La réponse arriva la veille de l'opération, alors que Marc était assis à côté du lit de Léa, lui tenant la main pendant qu'elle dormait.
Une femme entra dans la chambre. Elle portait un tailleur bleu marine, très différent du manteau camel de l'autre nuit, mais Marc la reconnut immédiatement. C'était la femme à la Porsche. Elle sourit, un sourire timide qui semblait presque déplacé sur son visage élégant. Elle se présenta formellement comme Victoria Beaumont et dit qu'elle espérait que sa visite ne le dérangeait pas. Marc se leva, ne sachant pas quoi dire. 1000 questions se bousculaient dans sa tête, mais il n'arrivait à en formuler aucune. Victoria s'approcha du lit et regarda Léa qui dormait. Elle dit qu'elle était magnifique, qu'elle avait un visage de battante. Puis elle se tourna vers Marc et dit qu'elle devait lui expliquer certaines choses. Elle raconta que la nuit où ils s'étaient rencontrés, ses paroles l'avaient profondément touchée. Elle dit qu'elle était rentrée chez elle cette nuit-là et n'avait pas pu dormir, pensant à ce père qui travaillait chaque nuit pour sauver sa fille. Elle dit que le matin, elle avait appelé son avocat et avait fait créer la Fondation Aurore, dédiée à aider les enfants malades dont les familles ne pouvaient pas se permettre les soins. Léa était la première enfant que la Fondation avait aidée, mais elle ne serait pas la dernière. Marc l'écouta en silence, les yeux humides. Quand elle eut fini de parler, il chercha les mots pour la remercier, mais réalisa qu'il n'existait pas de mots suffisants. Il dit simplement qu'il ne savait pas comment la rembourser pour ce qu'elle avait fait. Il dit qu'il lui serait éternellement reconnaissant, qu'elle avait sauvé la vie de sa fille. Victoria secoua la tête. Elle dit qu'il n'avait rien à rembourser, que ce qu'elle avait fait, n'importe qui l'aurait fait s'il en avait les moyens. Puis elle hésita, et ajouta qu'en fait il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour elle. Marc demanda ce que c'était. Victoria sourit à nouveau, et cette fois le sourire atteignit ses yeux. Elle dit que cette nuit-là, dans le garage, elle avait vu quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Elle avait vu un homme qui aimait sa fille plus que lui-même, qui sacrifiait tout pour elle sans se plaindre. Elle avait vu quelque chose de vrai, d'authentique, dans un monde où elle ne voyait que des masques et des faux semblants. Elle dit qu'elle voulait mieux le connaître, qu'elle voulait savoir qui était Marc Dubois quand il ne travaillait pas à 3 heures du matin pour sauver sa fille. Marc la regarda surpris, ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il ne savait pas quoi répondre. Mais Léa, qui visiblement ne dormait pas aussi profondément qu'il y paraissait, ouvrit les yeux et regarda Victoria avec curiosité. D'une voix ensommeillée, elle demanda à son papa qui était cette belle dame. Marc sourit. Pour la première fois depuis des mois, un sourire sans fardeau. Il dit que c'était une amie très spéciale. L'opération de Léa fut un succès complet. Le professeur de Genève déclara que c'était l'une des interventions les plus réussies de sa carrière, et que la petite fille pourrait mener une vie normale et saine. Quand Léa ouvrit les yeux après l'anesthésie et vit son père à côté d'elle, elle sourit et dit qu'elle avait rêvé des anges. Marc pleura silencieusement, serrant la petite main de sa fille comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Marc passa 1 semaine à l'hôpital, dormant sur une chaise à côté du lit de sa fille, veillant sur elle pendant qu'elle se remettait. Les infirmières lui apportèrent du café et des repas, émus par le dévouement de ce père qui ne s'éloignait jamais. Et chaque jour, Victoria venait leur rendre visite. Elle apportait des fleurs, des jouets, des livres de coloriage. Mais surtout, elle apportait sa présence, sa gentillesse, son sourire. Léa s'attacha à elle immédiatement. Elle l'appelait la dame aux cheveux d'or, et chaque fois qu'elle la voyait entrer dans la chambre, son visage s'illuminait. Victoria lui racontait des histoires, lui tenait compagnie quand Marc devait s'absenter, lui promettait que quand elle sortirait de l'hôpital, elle l'emmènerait voir les chevaux dans son domaine en Normandie. Marc observait cette relation grandir avec un mélange de gratitude et d'émerveillement. Il n'aurait jamais pensé que quelqu'un comme Victoria puisse s'intéresser à des gens comme lui et Léa. Ils venaient de mondes si différents, menaient des vies si éloignées, et pourtant, d'une certaine façon, ça semblait fonctionner. Un soir, pendant que Léa dormait après une journée de kinésithérapie, Marc et Victoria sortirent sur le balcon du service pour prendre l'air. Les lumières de Paris brillaient sous eux, et la tour Eiffel scintillait au loin. L'air de novembre était froid, mais aucun des deux ne semblait le remarquer. Victoria lui raconta sa vie. Le père qui était mort trop tôt, la mère qui l'avait élevé seule,
la pression de diriger une entreprise quand tout le monde s'attendait à ce qu'elle échoue. Elle lui raconta la solitude qu'elle ressentait malgré le fait d'être toujours entourée de gens, le vide qu'elle éprouvait malgré tout ce que l'argent pouvait acheter. Elle lui raconta les relations ratées, les hommes qui ne la courtisaient que pour son argent, la méfiance qu'elle avait développée envers quiconque s'approchait d'elle. Marc lui raconta sa vie. La femme qu'il avait quittée quand Léa était tombée malade, incapable de faire face à la situation. Les nuits où il se réveillait en panique, terrifié de ne pas réussir à sauver sa fille. La honte qu'il ressentait de ne pas pouvoir lui donner tout ce qu'elle méritait. Il lui raconta aussi les moments de joie, les rires avec Léa, les petites victoires quotidiennes qui lui donnaient la force de continuer. Cette nuit-là, sur le balcon de l'hôpital, deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer découvrirent qu'elles avaient plus de choses en commun qu'elles ne l'auraient imaginé. Toutes deux connaissaient la solitude. Toutes deux connaissaient la peur. Toutes deux cherchaient quelque chose de vrai dans un monde d'apparence. Les mois qui suivirent furent un voyage de découverte. Léa sortit de l'hôpital et rentra à la maison, plus forte et plus heureuse que jamais. Les voisins du quartier organisèrent une fête pour son retour, avec des ballons et un gâteau fait par la dame d'à côté. Marc reprit son travail au garage, mais plus la nuit. Victoria commença à passer de plus en plus de temps à Aubervilliers, découvrant un monde qu'elle n'avait jamais connu. La première fois qu'elle vint dîner chez eux, Victoria arriva avec un gâteau acheté dans la meilleure pâtisserie de Paris. Léa le regarda avec des yeux écarquillés et dit que c'était le plus beau gâteau qu'elle ait jamais vu. Victoria rit et dit que la prochaine fois, elle ferait un gâteau ensemble, avec leurs propres mains. Et elle tint sa promesse. Une semaine plus tard, la cuisine de Marc était couverte de farine et 3 rires emplissèrent l'appartement. La première fois que Marc alla dans l'hôtel particulier de Victoria à Neuilly, il se sentit déplacé parmi les œuvres d'art et les meubles anciens. Mais Victoria le prit par la main et l'emmena au garage, où elle gardait sa collection de voitures anciennes. Ils passèrent des heures à parler de moteurs, de carrosserie, de restauration. Marc réalisa que sous l'élégance et la richesse, Victoria était une femme avec de vraies passions, tout comme lui. 1 an après l'opération de Léa, Victoria demanda Marc en mariage. Elle le fit dans le garage d'Aubervilliers, à 3 heures du matin, exactement à l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle s'agenouilla sur le sol taché d'huile, ruinant probablement un pantalon qui coûtait plus que le salaire mensuel de Marc, et lui demanda de passer le reste de sa vie avec elle. Marc dit oui. Et Léa, qui s'était réveillée et les espionnait par la fenêtre de l'appartement au-dessus du garage, descendit en courant et se jeta dans les bras de Victoria en criant qu'elle allait enfin avoir une maman. Ils se marièrent 6 mois plus tard, dans une cérémonie simple à l'église du quartier. Victoria aurait pu organiser un mariage de conte de fées dans un château de la Loire, mais elle avait choisi de se marier là où Marc avait ses racines. Les voisins d'Aubervilliers, les mêmes qui pendant des années avaient amené leurs voitures cassées au garage de Marc, étaient tous présents, mêlés aux investisseurs internationaux et aux dirigeants de Beaumont Pharmaceutique. Léa porta les alliances, marchant dans l'allée avec le sérieux de quelqu'un qui a une tâche très importante. Elle portait une robe blanche que Victoria lui avait fait faire sur mesure et dans les cheveux un nœud rose qu'elle avait choisi elle-même. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, la Fondation Aurore a aidé plus de 200 enfants à recevoir les soins dont ils avaient besoin. Marc est devenu le président de la Fondation, utilisant son expérience pour identifier les familles qui ont le plus besoin d'aide. Victoria continue de diriger Beaumont Pharmaceutique, mais a changé la mission de l'entreprise, se concentrant de plus en plus sur les médicaments accessibles à tous. Et Léa, la petite fille par qui tout a commencé, grandit en bonne santé et heureuse. Chaque soir, avant d'aller se coucher, elle embrasse Marc et Victoria et dit qu'elle est la petite fille la plus chanceuse du monde parce qu'elle a 2 parents qui l'aiment. Cette histoire nous rappelle que parfois les miracles arrivent dans les moments les plus inattendus, sous les formes les plus improbables. Une panne de moteur sur une Porsche, un garage ouvert à 3 heures du matin, une photo sur un établi. Des détails insignifiants qui, mis ensemble, ont changé le destin de 3 personnes.
Marc était un homme qui avait perdu espoir, mais n'avait jamais cessé de se battre. Il travaillait chaque nuit, se sacrifiant parce qu'il ne connaissait pas d'autres moyens. Il ne demandait pas d'aide parce qu'il ne croyait pas que quelqu'un puisse lui en donner. Victoria était une femme qui avait tout sauf ce qu'elle cherchait vraiment. Elle avait l'argent, le pouvoir, le succès. Mais elle n'avait pas quelque chose de vrai, quelque chose qui donne un sens à sa vie au-delà des chiffres et des stratégies. Ensemble, ils ont découvert que l'amour ne connaît pas de frontières sociales, que la générosité peut changer le monde, et que parfois, un seul geste suffit à sauver une vie. Parfois, il suffit de s'arrêter pour écouter l'histoire d'un inconnu. Parfois, il suffit d'avoir le courage de demander de l'aide. Parfois, il suffit d'être au bon endroit, au bon moment. Si cette histoire t'a fait battre le cœur, si elle t'a fait croire que les contes de fées peuvent encore arriver, alors elle a atteint son but. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'à la fin de cette histoire.